on va parler du conflit entre le Hamas et Israël qui entre dans sa 3e semaine. Depuis vendredi, plusieurs personnes ont été libérées et certains ont témoigné. On va en parler ce soir avec Pierre Martinet, ancien otage d'un groupe islamiste en Libye. Nous serons également avec le grand reporter Régis Le Sommier et l'ancien espion du KGB Sergueï Girnov. Ils vont réagir aux déclarations d'Elon Musk aujourd'hui qui ont fait flipper tout le monde puisque Elon Musk évoque... il dit qu'on va tout droit vers une troisième guerre mondiale et qu'on ne s'en rend pas compte. C'est ce qu'a dit Elon Musk aujourd'hui. Et c'est vrai que quand Elon Musk dit quelque chose, on a tendance à le prendre au sérieux. On va regarder tout de suite la première prise de parole de l'une des otages. Elle s'appelle Yocheved Livshvitz. Elle est âgée de 85 ans. Elle a livré son message concernant son enlèvement et ses conditions de détention. Elle a dans un premier temps raconté, aidé de sa fille, son enlèvement. Regardez. Ils nous ont massacrés au kibboutz. Moi, on m'a enlevé. On m'a couché sur une moto, sur le côté. Des hordes se sont jetées sur nos maisons, ont frappé des gens. Ils ont enlevé des gens comme moi. Ils se moquaient que ce soit des vieillards ou des jeunes. Ensuite, ils nous ont amenés à l'entrée de grottes. Et quand j'étais couché sur la moto, en route, j'étais couché sur le coteau avec le corps d'un côté et les jambes de l'autre. Et on m'a frappé. Alors, ils ne m'ont pas cassé les côtes, mais ils m'ont fait très très mal. Et j'ai eu beaucoup de mal à respirer. Alors, puis elle a parlé de ces conditions de détention. Regardez. On était couchés sur des matelas. Ils se sont bien occupés du côté sanitaire pour qu'on leur tombe pas surtout pas malade. Et donc on avait un médecin qui venait tous les 2-3 jours voir ce qui nous arrivait. Ils se sont bien comportés avec nous, ils se sont occupés de nous. Beaucoup de femmes qui savent ce que c'est les problèmes d'hygiène féminine, ils se sont occupés qu'on avait tout pour que les toilettes soient propres. C'est eux qui nettoyaient les toilettes, pas nous. En fait, ils avaient peur qu'il y ait des maladies. Ils étaient tout à fait amicaux avec nous. C'est vous qu'on entend là, Régis Sommier. Parce qu'on a vu une autre vidéo dans laquelle il filme la libération des deux femmes et on y voit Yocheved Livshvitz serrer la main d'un combattant. J'aimerais qu'on en parle juste après de cette vidéo-là qui a beaucoup tourné. Regardez. Voilà. Alors cette vidéo a beaucoup tourné. Oui, bien sûr. C'est fou cette vidéo. Écoutez, je pense que la question c'est le Hamas a commis des attentats épouvantables, a commis des atrocités, notamment dans les kibbutz au nord de la bande de Gaza, quand ces combattants sont montés à l'assaut le 7 octobre. Aujourd'hui, qu'il y ait parmi les combattants du Hamas des gens peut-être qui ont un peu plus d'humanité que les autres, c'est possible. C'est possible aussi que le Hamas, comme il libère ses otages, montre et mette un point d'honneur à ce que le monde sache qu'il traite bien les otages. Ça, c'est aussi une chose. Dans toute cette histoire d'otages, en tout cas, il y a véritablement un enjeu à la fois militaire. Il y a plein de choses qui sont en cours. Hein. Je disais tout à l'heure dans le Times of Israel que l'armée avait envoyé un message, l'armée israélienne, je parle, qui est devant Gaza, qui s'apprête à une offensive terrestre. Et bien que l'armée israélienne avait envoyé un message au gouvernement en disant qu'ils étaient prêts et qu'ils craignaient que l'ordre d'investir Gaza n'arrive jamais parce qu'il y a ces questions des otages qu'on libère au compte-gouttes. Il y a l'aide humanitaire et on sait que les Américains ont fait une énorme pression pour que l'aide humanitaire puisse arriver depuis l'Égypte. Le dispositif est en place. Maintenant, ça retarde de plus l'objectif premier des Israéliens qui était d'éradiquer le Hamas de la bande de Gaza. Et ça va prendre évidemment beaucoup plus de temps que prévu puisque il y a encore 220 otages qui sont aux mains du groupe. Nous, ce qu'on aimerait savoir, nous, et les téléspectateurs aussi, parce qu'on voit des otages libérés, on se dit mais comment ça se passe ? Comment il y a les négociations ? Elles se passent entre qui et qui les négociations ? Pierre, peut-être, vous pouvez nous dire, ou Régis. Là, si vous voulez, c'est le Qatar, clairement, qui est à la manœuvre. Le Qatar qui a une position extrêmement ambiguë, mais le Qatar a une position ambiguë depuis de nombreuses années. Il faut rappeler qu'historiquement, le Qatar s'intéresse à la cause palestinienne et à la question palestinienne depuis très longtemps. Il a gardé d'ailleurs un intérêt sur cette question et il a financé pour une part, pour des raisons humanitaires, le Hamas. Mais il faut rappeler par exemple qu'en 2012, le cheikh Al-Tanim s'était rendu à Gaza.
Gaza. C'est un des seuls dignitaires internationaux à s'être rendu dans la bande de Gaza. Donc il y a toujours eu un intérêt du Qatar pour cette zone. Il y a toujours eu un rôle diplomatique du Qatar. Souvenez-vous, avec les talibans, c'est eux qui ont accueilli à Doha les négociations entre les talibans et les Américains pour, en gros, le retour des talibans en Afghanistan. Et le Qatar se veut d'être un des rares pays à pouvoir parler au pire aussi. Donc ils mettent un point, mais bon, la réalité c'est qu'il y a aussi une connivence idéologique avec une similitude dans l'idéologie avec celle des frères musulmans. Pierre Martinet, vous avez été un ancien otage d'un groupe islamiste en Libye. Comment ça se passait? Comment ça se passe, les conditions? Il y a plusieurs phases dans cette prise d'otage. C'est un peu, je pense que ça doit être un peu la même chose pour les otages en Israël. Il y a d'abord la prise d'otage en elle-même qui est violente. Hein, on a vu ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a des otages qui ont vu aussi des exactions. Ils ont vu des membres de leur famille tués, décapités, violés. Et donc, effectivement, il y a cette première phase où on est vraiment en sidération, une très grande peur. J'avoue moi-même avoir eu très, très peur dès qu'ils ont tué mon ami à côté de moi par terre, allongé sur le sol dans une rue sombre de Benghazi. Et ensuite, les premières minutes, on se pose plein de questions. Est-ce qu'on va vivre et combien de temps? Et chaque jour, chaque minute, chaque heure, chaque jour, c'est un temps passé sur eux finalement, parce qu'on se demande aussi, et après on se pose d'autres questions, c'est est-ce qu'il y a des négociations, est-ce que la France par exemple nous dit est-ce qu'ils vont nous sortir de là, etc. Et là, dans ce cas-là, c'est encore plus compliqué parce que c'est des otages c'est une prise d'otage internationale, hein, et avec la situation qu'on connaît dans cette partie du monde, il y a aussi les pressions qui peuvent s'exercer aujourd'hui sur l'État d'Israël pour ne pas, comme disait Régis, pour ne pas pénétrer par le sol dans Gaza. Lancer l'opération militaire. Donc tout ça, les otages doivent le ressentir, doivent le savoir. Et il y a aussi surtout moi, ce que j'ai tout de suite voulu savoir, c'est cette notion de temps qu'on perd. Et ça, savoir quel jour on est, quelle heure il était, ça c'est important aussi pour sa survie. Et on se dit que chaque jour gagné, c'est un jour de gagner. C'est un jour de gagner. Alors, quelles sont les conditions là, de détention là, de ce qu'on sait visiblement, on a vu la première vidéo du Hamas. Ils étaient en train de soigner une Américaine, je crois, dans une sorte d'hôpital. Donc, comme disait Régis, ils se font fort de nous montrer qu'ils sont capables d'avoir de l'humanité et de traiter correctement les otages qu'ils ont. Mais ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'ils ont eu, c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'ils ont subi pendant la prise d'otage, pendant l'enlèvement et pendant cette fameuse attaque le samedi 7. Quoi. Exactement. Régis, quels ont été les témoignages de ces deux dames sur les conditions de détention? Parce qu'on n'a pas vu grand-chose. Qu'est-ce qu'elles ont dit? C'est vrai que c'est surprenant de voir ces types habillés en terroristes qui donnent à manger. On a l'impression que voilà, il y a un peu une manière de compenser peut-être l'horreur de ce qui a été vécu. Que le Hamas, je crois qu'ils veulent montrer. En fait, il y a plusieurs lectures de ce type d'images. Ça, clairement, c'est à destination de l'Occident ou peut-être de l'opinion israélienne pour montrer qu'il y a encore un espoir que les otages continuent à sortir. Je pense que l'intérêt aussi pour le Hamas, c'est de retarder aussi cette fameuse opération au sol, parce qu'on sait que les Israéliens perdront du monde, mais le Hamas, Netanyahou a promis, et une grosse partie de la population israélienne a le même avis, même si il y a quand même de gros problèmes avec Netanyahou en ce moment, c'est que le Hamas doit être éradiqué. Ce qui a été vu, ce que le gouvernement israélien a choisi de montrer aux reporters hier, c'est 45 minutes de barbarie absolue. Et le Hamas aujourd'hui, montrant deux vieilles dames dont il s'occupe
y a une manière peut-être aussi de compenser cette horreur et de dire non, c'est pas vrai, nous on traitait correctement nos otages. Il y a plein d'enjeux dans cette histoire. En tout cas, ce qu'il faut rappeler et ce qui est vraiment important de comprendre, c'est que c'est absolument inédit dans la guerre entre le Hamas et Israël, qui dure depuis très longtemps, hein, depuis 2005, le groupe est au pouvoir. Israël a toujours fait des guerres courtes. Et là, cette fois, ça risque, si l'opération au sol est lancée, d'être une guerre longue. Et une guerre très longue, avec des otages, c'est nouveau. Avant, c'était des militaires qui étaient capturés, donc qu'on échangeait. Là, c'est des civils, il y en a 220. Ça risque d'être très très compliqué. J'ai une question importante à vous poser dans un instant, puis on va revenir sur ce qu'a dit Elon Musk, hein, vous le savez, le patron de X, donc de Twitter, de Tesla, deuxième homme le plus riche du monde. Il a déclaré hier, je cite, que nous dirigeons tout droit vers une troisième guerre mondiale. Sergueï nous en parlera également. Et puis dans un instant, Michel Marie viendra nous voir, parce que vous allez voir... voilà, c'est un nouveau truc, les incroyables images de cambrioleurs déguisés en faux livreurs qui sévissent à Paris, faux livreurs Amazon ou Deliveroo, vous allez voir, c'est un truc de fou et c'est de plus en plus courant, donc faites très très attention, on va en parler dans un instant, on va tout vous raconter là-dessus, à tout de suite.